Bien, je vous remercie d'être si nombreux présents pour cette présentation d'un programme qui nous tient véritablement à cœur, parce qu'il s'agit d'un programme à la fois pluridisciplinaire et à la fois un programme de recherche, qui a été initié par mon prédécesseur Bernard Kahn, enfin sous la direction de Bernard Kahn, qui est d'ailleurs, je crois, ici présent et que je salue et que je remercie pour la mise en place de ce programme, et qui a été porté chez nous au niveau de l'ENSI par Gillian Graff, qui est ici présent et à qui je donnerai la parole ensuite. Et c'est un projet qui est un véritable projet de recherche, un projet de recherche sur une ligne très spécifique qui est la question du rapport du design à la science, et là, en l'occurrence, à la science du vivant, en sachant que cette problématique est une problématique qui depuis longtemps, enfin, en tout cas depuis quelques temps, inscrite au cœur de l'ENSI, les ateliers. Et Gillian pourra faire peut-être l'égrainage un petit peu de cette histoire-là, qui est une histoire intéressante, et qui pour nous aussi est un véhicule ou un modèle de projection, puisque c'est véritablement une dimension que nous souhaitons continuer de développer en partenariat dans l'établissement avec un certain nombre d'acteurs parisiens. Et notamment, ce projet a été porté à la fois par l'Institut Pasteur, mais aussi par des établissements d'enseignement supérieur, puisque l'Université Paris-Sud, l'Université Pierre et Marie Curie, l'Université aussi Paris Diderot, voilà, ont collaboré, ainsi d'ailleurs que l'École supérieure de physique chimie industrielle de la ville de Paris et l'ENSI des ateliers. Donc c'est vraiment un projet qui a positionné plusieurs établissements d'enseignement supérieur dans une même dynamique, voilà, et qui a donné des résultats en 9 mois. C'est-à-dire que c'est un projet qui est un projet de réflexion au départ et qui a donné des résultats tangibles au bout de 9 mois. Et comme vous le verrez tout à l'heure, ce projet est directement applicable. Il a une finalité et il a une application sociétale forte. Et ça, je crois que c'est un bel enjeu qui a été là réalisé sur ce programme-là. Et tant et si bien d'ailleurs que ce projet qui a été présenté au concours iGEM, qui est un concours qui a été créé depuis 2004 par le MIT, enfin l'Institut technologique de Massachusetts. Voilà, et ce projet a été présenté à Boston dans le cadre du programme, enfin du concours iGEM, et a eu 4 prix, dont la médaille d'or en fait de l'ensemble des prix. Et c'est, je crois, quelque chose d'extrêmement important à la fois pour nous, pour la France aussi, bien évidemment, et pour ce rapport et cette articulation très très fine entre la question du design et de la science. Écoutez, je ne vais pas être plus long, c'était juste une introduction, voilà, qui me permet de vous dire à quel point je suis heureux de ne pas avoir initié ce projet, parce que c'est Bernard Kahn, bien sûr, qui l'a initié, mais malheureusement, enfin, ou heureusement, d'en récolter les fruits. Je suis désolé, Bernard, mais et de pouvoir vous le présenter au travers de cette restitution. Ça n'est pas la seule, il y en aura d'autres, on va l'expliquer. En tout cas, merci d'être présents aussi nombreux et de participer, en tout cas de partager ce moment qui nous est cher aujourd'hui. Merci à vous. Alors bonjour à tous, donc, je suis Gillian Graff, designer et responsable du programme Design et Biologie à l'ENSI. Donc je vais très succinctement vous présenter en fait les actions qui ont été menées pour laisser la parole après au projet iGEM. Donc on a commencé en fait à amener le biomimétisme en fait dans les cours d'éco-conception grâce à Noémie Le Sartre, que vous connaissez bien pour la plupart d'entre vous. Et on a commencé après à amener du projet de studio expérimental et qui était lié cette fois à l'utilisation de la cellulose bactérienne, donc un nouveau procédé avec lequel les designers peuvent aujourd'hui travailler. Donc on travaille aujourd'hui avec le vivant. On a eu quelques expositions, donc Biomime Expo au Centre européen d'excellence en biomimétisme par exemple. Je vois Xavier qui rigole, donc c'est lui le responsable en haut à gauche. On a été aussi au Festival Vivant, on a pu rencontrer pas mal d'experts et présenter le projet là-bas, ce qui était une belle opportunité également. Et juste pour faire une petite pub, donc là, prochain semestre du studio expérimental, donc ça va être sur les océans. Donc pour les étudiants de l'ENSI qui sont passionnés par les fonds marins, on espère avoir de belles candidatures. Et donc très très rapidement, donc je vais inviter à me rejoindre Deshmukh Gopal, donc directeur de recherche à l'Institut Pasteur. Donc
Je vais te laisser te présenter. Donc, je vous remercie d'être là. C'est surtout le travail de l'équipe d'étudiants qui a été mentionné des différentes universités et écoles qui sera montré. Donc, le programme est ouvert à l'Institut Pasteur à nouveau cette année et les candidatures seront accueillies avec joie mais aussi avec critique parce qu'on aimerait faire ressortir les personnes qui tiendront les 9 mois dans ce projet. Donc, sans trop plus de détails. Ah oui, donc le projet est ancré sur un concours qui a été initié par le MIT. Donc c'est un concours qui mélange la biologie de synthèse. C'est un nouveau domaine qui ressemble à ce que c'est que la robotique à l'électronique. Donc on a les composants, on a le contrôle, on a les sources d'énergie, et puis on fait quelque chose qui marche. En biologie, on a les composants, on a les systèmes de contrôle et les sources d'énergie, et on essaye de régler des problèmes soit de santé, d'environnement ou de sources d'énergie pour le futur. Donc vous verrez que les étudiants vont vous présenter sur une thématique qui est la santé, donc le diagnostic, et qu'est-ce qu'ils ont pu faire avec leur méthode. Donc merci. Et là, on va inviter du coup l'équipe. Donc, il y a eu plusieurs institutions qui ont participé à ce projet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pour répondre à des problématiques d'innovation, on est obligé de faire collaborer différentes compétences ensemble. Donc, on a dans l'équipe de la biologie, de la physique, de la chimie, du design, du droit également, pour toutes les questions juridiques et éthiques qui ont pu être posées au travers du projet, mais ça, ils vont vous en parler un petit peu plus. Et donc voilà, donc l'idée, c'était de faire travailler ensemble pendant une durée longue, donc sur à peu près 9 mois, une vingtaine d'étudiants à peu près, sur la résolution d'une problématique contemporaine par à la fois la biologie, mais aussi le design. Donc on vous invite à venir prendre place. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Marina et je suis membre d'équipe iGEM Pasteur 2016. Et ce soir, on va vous présenter notre projet Mosquito qu'on a présenté à Boston en octobre de cette année. Donc, juste avant de commencer, une petite introduction. À votre avis, c'est quoi l'animal le plus meurtrier pour les humains? Donc, on pense souvent aux requins. Aussi aux serpents, mais en fait, ce sont les moustiques avec 725 000 morts par an. En fait, ce ne sont pas directement les moustiques qui tuent les hommes, ce sont les maladies et les virus que ces moustiques transmettent. Ils s'appellent les arbovirus d'ailleurs. Et ce sont comme, par exemple, le Zika, le chikungunya, la malaria, la fièvre jaune, etc. Et malheureusement, en ce moment, pour la plupart de ces maladies et de ces virus, il n'y a pas de vaccination ni de traitement. Et donc, prenons l'exemple de la dengue. C'est la première cause d'hospitalisation des enfants dans l'Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Et c'est qu'une de ces maladies. Cette carte montre tous les hotspots des régions du monde qui sont affectées par ces maladies. Et donc mes collègues de l'équipe vont vous dire un peu plus sur ce sujet. Alors bonsoir, donc moi je vais commencer par vous présenter un petit peu la problématique qu'on a voulu régler en fait en développant ce projet. Donc comme l'a dit Marina, dans la majorité des cas, les maladies qu'elle vous a citées, il n'y a pas de vaccin ni de traitement efficace pour les régler. Du coup, actuellement, la méthode qui est employée pour tenter de résoudre ce problème, eh bien, c'est de tuer directement les vecteurs, donc les moustiques, en utilisant massivement des insecticides. Donc même si cette méthode, elle marche pour tuer les moustiques, elle soulève et elle pose un bon nombre de problèmes,
Par exemple, vous savez très bien que les insecticides ont un impact désastreux sur l'environnement, et en plus, plus on expose des moustiques à un certain type d'insecticide, et plus ils ont de chances de devenir résistants à cet insecticide. Et du coup, ça réduit à néant tous les efforts qu'on a pu faire jusque-là. Donc la solution qu'on a voulu développer pour régler ce problème, c'est de créer une cartographie, en fait, une carte précise des régions dans lesquelles il y a des moustiques qui sont infectés par les maladies qu'on vous a présentées. Et donc cette cartographie présenterait deux avantages. La première, c'est comme on cible uniquement les régions infectées, on peut faire un usage raisonné des insecticides et pas les vaporiser partout. Et d'autre part, actuellement, vous avez des cartes de Zika, des cartes de dengue, etc., mais ces cartes sont établies une fois que les personnes présentent les symptômes de la maladie. Et nous, avec notre projet, on veut faire le diagnostic à partir des moustiques, ce qui permettrait du coup de gagner un peu de temps et d'essayer de prévenir les épidémies. Et donc pour cela, on a développé un device, donc un dispositif qui comporte 3 parties: un piège à moustiques, un système de détection, donc qui comprend un patch dont on va vous expliquer le fonctionnement après, et une base de données, en fait un outil de cartographie. Alors si on se concentre un petit peu plus sur le patch, en fait, ces patchs-là sont au cœur du dispositif de détection, et en fait, grâce à eux, on va pouvoir dire si les moustiques qu'on a attrapés, grâce au piège, sont infectés ou non par l'agent pathogène que l'on cible. Donc ces patchs, ils comportent trois couches principales. Une couche en matériau composite cellulose silice, qui est aussi biodégradable, une couche de protéines et une couche d'immunodétection. Et donc en fait, on a choisi la cellulose parce que c'est un composé qui est relativement inerte vis-à-vis des réactions biochimiques et immunologiques qu'on va utiliser pour détecter les virus. Mais la contrepartie, c'est que en fait, la cellulose est très difficile à mettre en forme parce qu'elle est insoluble dans la majorité des solvants. Et de la cellulose cristalline commerciale, c'est une poudre très sèche et très friable. Donc pour mettre en forme nos patchs, on a choisi la solution de la compression. Donc on a compressé nos patchs à 200 bars et à température ambiante. Et en fait, ce procédé est relativement simple. Et il peut être relativement aussi facilement étendu à l'échelle industrielle pour une production à la chaîne des patchs. Voilà. Et du coup, vous allez me dire, bon, un patch en cellulose, c'est bien gentil, mais comment on le transforme en outil de détection des virus? Et Mathieu va vous présenter un peu plus en détail cette partie. Merci Thomas. Donc Thomas a très bien introduit la question. On veut créer un patch de détection des arbovirus qui soit à la fois efficace mais aussi rapide. Cependant, à ce moment-là, on a uniquement un patch de cellulose. Un patch de cellulose, ce n'est capable de détecter rien du tout, comme vous le savez. Donc, il a fallu fonctionnaliser ce patch de cellulose en utilisant une protéine de fusion par biologie de synthèse. Donc, cette protéine de fusion, nous l'avons nous-mêmes designée et fabriquée par biologie de synthèse, et elle comporte 3 fonctions. La première, grâce au domaine CBPA, pour Cellulose Binding Protein A, notre protéine de fusion va être capable de se fixer au patch de cellulose. Cependant, un patch de cellulose, quand on le tient dans nos mains, il est friable, il se casse tout seul, donc il a fallu le rigidifier. Et pour le rigidifier, nous avons ajouté un autre domaine qui est SI4 pour Silica Binding Peptide, qui mime le processus de biosilification trouvé dans les éponges. Ce processus transforme l'acide silicique en silice, et la silice, incorporée avec la cellulose, va rendre le patch de cellulose beaucoup plus résistant. Et enfin, on a ajouté le domaine B de la protéine A de Staphylococcus aureus, qui va permettre de fixer différents types d'anticorps spécifiques de différents types de pathogènes portés par les moustiques sur notre patch. Ce qui va faire que notre patch va être un patch de détection innovant et customisable, c'est-à-dire adaptable à différents pathogènes selon les anticorps que l'on va mettre. Donc, en biologie, pour assurer la purification de cette protéine, nous avons dû ajouter ce qu'on appelle un histag, symbolisé par le H. C'est une sorte d'étiquette qui va permettre, par précipitation, d'être capturé par une colonne. Donc, lorsque nous produisons des protéines,
seule notre protéine va contenir ce yeast tag et on va pouvoir extraire uniquement notre protéine d'un mélange de protéines non spécifiques. Donc, grâce à la biologie de synthèse, en fabriquant une protéine, on peut transformer un patch de cellulose inerte en un patch de détection qui est adaptable à différents pathogènes. Mais comment on a produit cette protéine du coup ? En biologie, les protéines sont produites à partir de séquences ADN. Et donc pour produire notre protéine, nous avons dû assembler les séquences ADN de chaque protéine, SI4, CBPA et BPA. iGEM, c'est un concours qui est basé sur l'open source, c'est-à-dire que toutes les séquences ADN déposées par les équipes peuvent être récupérées par les équipes suivantes pour être utilisées pour améliorer un process. Donc, typiquement, nous avons utilisé les séquences ADN de l'équipe iGEM Leeds 2013, Billfit 2012 et Varsovie 2008 pour les différentes protéines que nous avons utilisées. Donc, nous avons optimisé également notre séquence ADN pour que celle-ci soit exprimée dans un système bactérien, puisque les bactéries sont un système simple d'utilisation, rapide, peu cher, pour produire de grandes quantités de protéines. Et donc, nous avons pu permettre la synthèse de cette séquence ADN grâce à IDT, que nous remercions. Et ensuite, nous avons amplifié cet ADN par des méthodes communes, comme par PCR, clonage, et ensuite, nous avons transformé des bactéries avec cet ADN. Alors, c'est peut-être du chinois, transformer des bactéries avec un ADN, ça veut dire faire pénétrer cet ADN dans une bactérie, dans le but que cet ADN soit exprimé en protéines. Et donc pour ça, nous avons mis en culture nos bactéries transformées avec cet ADN et induit l'expression de cette protéine par ce qu'on appelle l'IPTG. Mais quand on effectue une induction d'expression protéique, on va détruire les bactéries pour récupérer toutes les protéines qui sont non spécifiques et qu'on ne veut pas récupérer. Donc, comme je vous l'ai dit, grâce au yeast tag, on va pouvoir récupérer uniquement notre protéine grâce à un processus appelé FPLC pour Fast Protein Liquid Chromatographie, donc chromatographie liquide des protéines. Et ce yeast tag, en fait, va être capté par une colonne qui est ici en blanc. En fait. Une colonne qui va être taguée avec des ions nickel qui vont permettre d'attraper notre protéine via le yeast tag H. Donc ainsi, on purifie notre protéine parmi un mélange de protéines non spécifiques. Et ensuite, il a fallu vérifier que notre protéine était bien purifiée. Donc dans un premier temps, on a démontré que la séquence ADN correspondait à 100% avec la séquence ADN qu'on avait nous-mêmes designée. C'était important pour être sûr de produire une protéine, notre bonne protéine. Donc à l'échelle de l'ADN, tout est correct. À l'échelle de la protéine, après purification, nous observons, avec la luminosité, c'est peut-être pas simple, mais à ce niveau, donc à une taille de 25 kilodalton, chaque protéine a une taille exprimée en kilodalton, et en faisant un SDAspage, c'est-à-dire une électrophorèse sur gel, nous arrivons à faire migrer toutes les protéines d'un mélange au sein d'un gel, et ces protéines vont migrer selon leur taille. Et donc, on va pouvoir savoir si nous avons purifié notre protéine, suivant si on a l'apparition d'une bande foncée au niveau de la taille attendue. Donc on observe bien qu'au niveau de la fraction 1 et 2, on a de grosses bandes à 25 kilodalton, soit la taille attendue de notre protéine. Donc nous avons réussi à exprimer notre protéine. Mais est-ce que cette protéine est fonctionnelle ? Je redonne la parole à Thomas. Alors du coup, pour vérifier que notre protéine remplissait toutes les fonctions qu'on voulait d'elle, vous vous souvenez, elle avait 3 fonctions, et donc on a fait des tests de validation pour chacune de ces fonctions. Donc on va regarder d'abord la première fonction. On voulait que notre protéine se fixe à la cellulose. Du coup, on a fait un test pour vérifier ça. Donc c'est très simple. On a incubé notre protéine avec de la cellulose et une autre protéine non spécifique. Et en fait, on a fait donc une incubation et on a fait des lavages et des centrifugations. Et on récupère en fait 1 kg de cellulose en rouge, P, et on espère que notre protéine est restée accrochée dans ce culot, et des surnageants de lavage, S1 et S2, et on espère que notre protéine n'est pas partie dans les surnageants de lavage. Et en fait, quand on regarde le gel d'analyse SDAspage,
Donc vous vous souvenez, la taille de la protéine, c'est 25 kilodalton. Et on voit qu'en fait, vous voyez une petite bande légère ici. Donc ça, c'est notre protéine qui reste dans le culot de cellulose. Du coup, elle s'est bien fixée à la cellulose. Et dans les surnageants S1 et S2, elle n'y est pas. Donc ça prouve bien que notre protéine est fonctionnelle du point de vue de la fixation à la cellulose. Alors ensuite, on va s'intéresser à la deuxième propriété de notre protéine, qui était la silification. Donc en fait, de façon plus précise, la silification, c'est un procédé, une réaction chimique qui permet de produire de la silice, donc cette molécule-là, c'est un polymère, à partir d'un précurseur qui est l'acide silicique. Et donc ce procédé, c'est appelé le procédé Sol-Gel et c'est très utilisé dans l'industrie de façon courante. Et nous, ce qu'on voulait pour notre projet, c'était qu'on voulait que notre protéine accélère ce processus, donc forme la silice plus vite. Et pour notre projet, on a utilisé comme précurseur le TOS. Et donc, on a fait des expériences et on a obtenu des gels de silice que vous pouvez voir ici dans les tubes. Et donc, on a fait ensuite 2 contrôles. Un contrôle pour vérifier que c'était bien notre protéine qui faisait précipiter la silice spécifiquement. Et on a aussi fait un autre test pour vérifier que, en gros, notre protéine accélérait bien le processus de silification. Et ces 2 critères étaient bien remplis avec notre protéine. Alors du coup, ensuite, on est allé un peu plus loin dans la caractérisation de la protéine. On a essayé de quantifier la quantité de silice que notre protéine était capable de produire. Alors du coup, sur cet histogramme-là, vous voyez en fait en ordonnée la quantité de précurseurs qui restent dans le mélange après silification. Et on voit que quand on met la protéine, il reste beaucoup moins de précurseurs que quand on n'en met pas. Donc ça veut dire qu'on crée beaucoup plus de silice quand on met notre protéine que quand on n'en met pas. Et donc on a pu déduire le rendement de silification de notre protéine après 2 heures, et c'était 84%. Donc c'est pas mal. Et enfin, donc là on a fait un peu de maths, on a voulu modéliser l'impact de la silification sur les propriétés mécaniques du patch, parce que c'était l'objectif de la silification au début, de rigidifier le patch. Donc on a utilisé un petit peu de mécanique des matériaux, et du coup on a utilisé la loi des mélanges ici, et on a fait un modèle géométrique qui nous a permis de faire des calculs pour trouver 2 chiffres. C'est que la silification pourrait potentiellement, augmente le module Young du patch de 48% et le module de cisaillement G de 75%. Donc le module Young, c'est très simple, c'est la rigidité, la résistance du patch en traction et en compression, alors que le module de cisaillement, c'est en fait la résistance lorsque vous appliquez une contrainte de cisaillement, c'est-à-dire 2 forces en sens opposé quand vous voulez déchirer une feuille de papier, par exemple. Et donc, compte tenu de ces chiffres, on arrive à des chiffres comparables à ceux du plastique. Donc, potentiellement, notre patch serait aussi rigide que du plastique après silification. D'où l'intérêt de la silification. Et donc là, on a vu tout ce qui est la partie physique-chimie. Et maintenant, on va voir un petit peu plus la partie bio et immunologie pour détecter les virus à partir de ce patch fonctionnalisé. Merci. Donc, immunoassay, ça veut dire immunodétection. Donc, en fait, le principe de notre méthode de détection de ces pathogènes, de ces arbovirus, est basé sur l'immunodétection par des anticorps. Chaque anticorps va être capable de reconnaître un virus. C'est un peu comme le système clé-serrure, où l'anticorps représente la serrure qui va accepter une seule clé, un seul virus. Donc, pour ce faire, nous avons designé une méthode de détection qui est basée sur le fait qu'on voulait à tout prix avoir un patch qui est facilement interprétable par des personnes non scientifiques, comme par exemple un patch qui change de couleur uniquement pour les résultats positifs. Donc, cette méthode de détection, je vais vous l'expliquer. Dans un premier temps, les moustiques capturés sont broyés. Donc, le broyage, le jus de moustique va libérer ce qu'on appelle le lysène moustique, va libérer différentes protéines, y compris des protéines virales, en cas de moustique infecté. Et chaque protéine, toutes les protéines de moustique et virales vont être marquées par la HRP, donc le petit symbole noir. Et ensuite, lorsqu'on applique ce mélange sur notre patch, qui contient donc les anticorps, ces serrures qui vont reconnaître uniquement les virus contenus dans les moustiques infectés, uniquement les virus vont être reconnus et être fixés sur le patch, y compris après lavage, pour éliminer toutes les molécules qui ne se sont pas fixées. Et donc, en cas de moustique infecté, uniquement les virus vont être reconnus par ces anticorps, et si c'est le cas, on a un patch qui change de couleur.
Alors, le patch associé à la protéine n'était pas prêt durant ces tests d'immunodétection. Et donc, on a dû avoir recours à des membranes commerciales pour effectuer nos tests. Et on a effectué nos tests en 3 étapes. Dans un premier temps, est-ce qu'on est capable de reconnaître de la protéine d'enveloppe du virus chikungunya, CHIKV? Ensuite, est-ce qu'on est capable de détecter la protéine d'enveloppe de chikungunya dans un excès de protéines non spécifiques qui peuvent interférer? Et enfin, est-ce qu'on peut détecter l'enveloppe de chikungunya dans un excès de protéines, cette fois-ci, qui viennent de moustiques, pour se placer en conditions physiologiques? Alors, dans un premier temps, on a utilisé une protéine d'enveloppe purifiée de chikungunya virus et on a démontré que notre méthode de détection fonctionnait et était assez spécifique, même lorsque cette protéine était noyée dans un excès de protéines telles que la BSA. La même protéine que Thomas a décrit tout à l'heure. Maintenant, pour savoir si les protéines de moustiques interfèrent avec cette réaction, on a remplacé la BSA par des protéines de moustiques. Et donc, anti-E-CHIKV, AB anti-E-CHIKV, ça veut dire l'anticorps anti-chikungunya. Donc, en présence de cet anticorps, on observe que, en rouge, on a un niveau basal d'interaction entre ces anticorps et les protéines de moustiques seules. Il y a de l'interaction non spécifique. Par contre, lorsqu'on ajoute la protéine de chikungunya, E, donc en bleu, on observe vraiment une augmentation de signal qui est significatif, plus d'un facteur 2 en fait. Donc on a une méthode qui marche, qui est spécifique et aussi spécifique en présence de protéines de moustiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez certainement que notre patch contient le domaine B de la protéine A du staphylocoque doré. Vous vous en rappelez? Donc cette protéine est capable de fixer n'importe quel type d'anticorps. Et donc notre patch est entièrement adaptable, c'est-à-dire qu'on peut détecter n'importe quel virus, Zika, dengue, West Nile. Donc c'est pour ça qu'on dit que notre patch est adaptable, customizable. Et en plus, on peut également analyser la résistance aux insecticides au sein d'une population de moustiques en ciblant non pas des arbovirus, mais des protéines de résistance aux insecticides. Chez les moustiques infectés, certaines protéines vont être surexprimées par rapport aux moustiques sensibles. Chez les moustiques résistants, certaines protéines vont être surexprimées par rapport aux moustiques sensibles. Donc en ciblant, en détectant ces protéines, on peut analyser la résistance aux insecticides et cibler les régions concernées, non pas avec un insecticide pour lesquels les moustiques sont résistants. Et donc, comme on l'a dit, un patch, ça ne suffit pas à faire une carte des moustiques infectés. Du coup, en fait, le patch, c'est l'élément principal d'un système en 3 parties, comme on l'a dit. Donc, un piège à moustiques, un petit système d'analyse dans lequel on utilise le patch, et un système de cartographie, une base de données. Du coup, pour ces objets-là, par exemple le piège, on a travaillé en collaboration avec des experts comme des entomologistes qui nous ont permis de savoir comment bien attirer les moustiques. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord les contrastes forts, c'est pour ça que les objets sont noirs, enfin le piège est noir et blanc. Il y a ensuite une émission de phéromones humains et l'eau stagnante. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Donc tout d'abord, on remplit la base du piège avec de l'eau. Ensuite, on vient mettre la partie du dessus. Et là, on introduit un petit patch qui est produit par la société Biogent et qui en fait émet des phéromones humains. Donc ça sent l'humain, donc ça vient attirer le moustique. Ensuite, on vient insérer ce qu'on appelle le filtre à moustiques dans le piège. Et comme vous pouvez voir, dessus, il y a un petit QR code. Et en fait, lorsqu'on vient le flasher, ça enregistre automatiquement la localisation GPS du piège, la date et le numéro du filtre et du piège. Ensuite, on n'a plus qu'à fermer le piège à moustiques et attendre que les moustiques arrivent. Et quelques jours plus tard, on vient récupérer les moustiques. Donc pour ça, pareil, on ouvre le piège, on vient flasher le QR code une deuxième fois pour enregistrer la date de collecte. Et on retire le filtre à moustiques qui contient nos petits moustiques. Ensuite, on a juste à amener cette partie-là, là où l'analyse va être effectuée. Et donc, c'était assez important pour nous, en fait, que l'analyse puisse être réalisée très facilement par des gens qui n'ont pas de bagage scientifique et que ça nécessite très peu de moyens, en fait, que ce ne soit pas coûteux, pas besoin d'électricité. Du coup, on a mis au point ce petit objet-là qui a besoin donc d'un seul opérateur pour réaliser l'analyse avec un minimum d'entraînement. Donc pour ça, en fait, on a, pour des raisons de sécurité, vous voyez au bout de la pompe, on vient mettre un espèce de petit liquide, un petit matériau qui vient transformer les liquides en gel, un petit peu comme les couches, pour éviter qu'il y ait des fuites de liquides potentiellement dangereux. Ensuite, on vient mettre donc, la pompe dans l'objet. Là, c'est ce qu'on appelle le port patch.
dans lequel on va pouvoir venir glisser 4 différents patchs, chaque patch correspondant à une maladie. Et donc pour des raisons aussi, pour éviter les mouvements de panique ou que des résultats soient biaisés, en fait, l'utilisateur ne sait pas quel patch correspond à quelle maladie. En fait, les maladies sont codées par un petit symbole, comme vous pouvez voir, le point noir ou les petites croix, les 2 points. Donc une fois qu'on a mis les patchs dans l'objet, on vient le clipser. On prend notre filtre à moustiques qu'on introduit dans l'objet, et grâce à ce petit bouchon-là, toujours sans avoir à ouvrir le filtre, on peut venir broyer les moustiques aisément. Et introduire ensuite ce qu'on appelle la solution donc de lyse, c'est-à-dire ce qui va venir détruire vraiment les moustiques pour libérer toutes les protéines, toujours sans avoir à ouvrir le filtre. Ensuite, on vient tirer la pompe, et en fait, quand on tire la pompe, à l'intérieur de l'objet, on a un petit réseau de tuyaux qui vont permettre au jus de moustique de venir émerger nos patchs. Donc les patchs sont trempés dans cette solution de moustique. Ensuite, on vient mettre le liquide de rinçage. On tire la pompe pour laver les patchs. Et comme on disait, donc à la fin, tous les liquides sont stockés au bout de la pompe, et cette partie-là peut être facilement jetée. Ensuite, avec le porte-patch en face de nous, on a une application qui nous permet de reporter chaque changement de couleur des patchs, ainsi que le symbole correspondant à la maladie. On a des étapes de vérification, et à la fin, l'application met donc automatiquement à jour la carte. Du coup, on peut savoir où sont les moustiques infectés dans le monde. Alors, une fois qu'on a réussi à faire notre projet, il était important pour nous d'avoir un avis de professionnel, une expertise de professionnel. C'est la raison pour laquelle on a fait appel à des entomologistes, une entomologiste spécialement, qui s'appelle Dr Anamela Fayou, qui nous a informés sur le comportement des moustiques, ce qui nous a permis aussi d'adapter notre piège de façon cohérente et d'optimiser notre projet. On a aussi parlé avec une entreprise qui s'appelle Civic Drone, qui nous a aidé à envisager un scénario dans lequel on pourrait placer nos pièges dans des endroits difficiles d'accès. On a aussi parlé avec l'EDI, c'est l'entente interdépartementale de démoustication méditerranéenne, qui a l'habitude de poser des pièges de façon stratégique et efficace dans l'environnement, et qui nous a donné énormément de conseils pour la faisabilité de notre piège. On a aussi l'une des responsables de la démoustication de la Nouvelle-Orléans était très intéressée par notre projet et nous a même proposé de tester notre kit là-bas. Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on a optimisé notre scénario. Le scénario qu'on a établi pour notre projet, il commence d'abord par la localisation des moustiques dans l'environnement. Donc c'est des endroits qui seraient potentiellement porteurs de maladies, potentiellement porteurs de ces virus, de ces arbovirus. Ensuite, une fois que cette information est envoyée dans les administrations locales, et plus spécifiquement dans les centres de contrôle et de prévention des maladies infectieuses, ces administrations locales vont former des professionnels pour utiliser notre patch et notre piège. Et ces professionnels vont les déposer dans des endroits stratégiques, puis ensuite lire les résultats et les répertorier dans une base de données. Comme on l'a dit tout à l'heure, le kit est composé de 3 parties. Le piège, le trap. La deuxième, c'est le kit d'analyse, qui permet de voir la présence ou non des virus. Et le troisième, la répartition, une fois qu'on a les résultats, on les répartit dans la base de données. L'une des composantes importantes d'iGEM, c'est l'information du public sur la biologie de synthèse, parce que c'est une notion qui est nouvelle, c'est une partie de la science, c'est tout nouveau. Et donc, on a eu l'idée de faire plusieurs questionnaires. Un premier questionnaire vraiment spécialisé sur la biologie de synthèse, pour informer les gens qui n'ont pas forcément de background scientifique, et aussi pour les informer sur notre projet. Donc ça, c'est les résultats de notre questionnaire. Si vous voulez plus d'informations, on pourra en parler après. On a aussi voulu informer les jeunes sur la biologie de synthèse et aussi sur notre projet. Donc on est allé dans des écoles et on a essayé de leur expliquer de façon ludique notre projet en faisant des petits jeux un petit peu interactifs. On a eu aussi la chance de participer à des événements scientifiques de type Zika Summit. C'est
on a eu la possibilité de parler avec des professionnels pour avoir des informations et puis même pour avoir une critique de notre projet et affiner notre projet. On est allé au Festival du Vivant, comme on l'a dit précédemment. Et on a aussi présenté notre projet dans une des conférences qui s'appelle Young Researchers in Life Science. Et je ne sais pas si on l'a dit, oui, on l'a dit, on est une équipe pluridisciplinaire avec des scientifiques, des designers, mais aussi des juristes. Et donc ça, c'est nos 3 petits juristes qui nous ont énormément aidés pendant notre projet et qui nous ont ouvert de nouvelles portes. On a appris à prendre en compte l'aspect éthique de notre projet, mais aussi à travailler sur les aspects de propriété intellectuelle. Et ils ont rédigé un rapport qui est accessible dans notre site internet. Donc si ça vous intéresse, il est extrêmement long, mais c'est extrêmement intéressant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Voilà, et donc pour conclure rapidement, vous l'avez compris, on a utilisé le pouvoir de la biologie synthétique pour faire en fait notre kit Mosquito, qui a 3 parties, un piège, un système de détection et une interface de cartographie. Et donc l'objectif final, c'est que ces kits soient dispersés et distribués partout dans le monde pour pouvoir établir une carte des zones qui sont précisément porteuses de moustiques infectés. Et du coup, grâce à ces kits et grâce à cette cartographie, les autorités de santé publique seront à même du coup, de prévenir certaines épidémies et de faire un usage plus raisonné des insecticides. Et donc on est parti fin octobre pour le Giant Jamboree où il y avait plus de 5000 étudiants qui allaient présenter leur projet. Donc ça se passait en 2 étapes. Il y avait une présentation publique un petit peu comme on vient de faire là devant les jurys et sur 2 ou 3 jours en fait une session de poster où on avait notre poster, nos maquettes, on expliquait le projet aux différentes équipes, on avait des retours. Et donc comme on l'a dit, on a eu plusieurs prix, donc le Best Diagnostic Project, le Best Applied Design Project et le Best Entrepreneurship Project. Et merci beaucoup pour votre attention. Alors, avec des schmooks, je pense on est d'accord de dire qu'on a été très très fiers du travail qu'ils ont pu accomplir en 9 mois. Il y avait 2 autres encadrants qui ne sont pas là ce soir, qui s'appellent Patsy Polston et Vincent Legros. Donc voilà, donc vous avez tous compris, hein, forcément, la partie scientifique, j'imagine. Ouais. Donc c'est normal, mais en même temps, au début, c'est pareil, ils ne se comprenaient pas. Mais ils ont appris à se comprendre par la suite. C'est vraiment ce qui leur a permis de concevoir une solution réelle à une problématique contemporaine en 9 mois seulement, ce qui est extrêmement rare et en tout cas à saluer. Avant d'entamer une discussion avec eux, je vais inviter Olivier Hirt, responsable de la recherche à l'ENSI, pour nous faire un petit état de l'art, un petit panorama justement des actions design science qui se passent à l'ENSI. Et donc Olivier, je te laisse la parole pour 5 minutes avant qu'on puisse commencer à discuter avec les étudiants. Merci, bonsoir. Moi, je vais être bref parce que non, mais je vais surtout d'abord vous remercier et vous féliciter en fait pour tout ça. Enfin, c'est une aventure assez formidable. Je pense que Yann a remercié aussi les partenaires et puis remercier aussi Bernard Kahn qui est aussi à l'origine qui était directeur de l'ENSI et qui est à l'origine aussi de cette action-là. Mais vous remercier pour dire en 2 mots, effectivement, c'est vrai qu'à l'ENSI, en fait, cette action-là, si on dit il y a un champ autour de design et biologie. Et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça peut faire quand on fait travailler ensemble, on essaie de faire travailler ensemble des designers et des biologistes ou des chercheurs en biologie. Ça s'inscrit dans un paysage qu'on travaille, nous, à l'ENSI, depuis un moment, on va dire, autour de design et science, sur qu'est-ce que c'est que faire travailler ensemble des designers et des chercheurs et des scientifiques, et est-ce qu'il y a de ce côté-là une façon d'inventer les choses un peu nouvelle et un peu intéressante, et qu'est-ce que ça peut... Mais ce qu'il faut dire, c'est quand on s'est embarqué en fait dans cette aventure, il était impossible de dire que le point d'arrivée serait celui-là. Je me disais en fait en vous écoutant, ce qui est assez étonnant, c'est la variété en fait des langages qui sont, c'est-à-dire pour arriver à vous suivre et à suivre le fil de ce que vous avez raconté,
la variété des objets aussi qui sont mobilisés, les poches de connaissances qui sont entre les objets du designer, du biologiste, de l'entomologiste, les objets du juriste, etc. Et en fait, on voit que dans le projet, ce qui arrive à faire projet et finalement vous arrivez à constituer comme un espace commun, un objet commun que vous arrivez à travailler ensemble, il faut arriver à tisser, à relier effectivement toute cette hétérogénéité de langage, d'objets qui sont les objets habituels. Et en fait, pour ça, le truc, c'est que pour ça, il n'y a pas de mode d'emploi, quoi. En fait, c'est une question d'ailleurs en recherche aujourd'hui. On voit bien, il y a une matière nouvelle qui est celle du vivant, on pourrait le faire sur d'autres exemples, et que cette matière nouvelle qui est celle du vivant, eh ben, elle fait apparaître un espace d'invention nouveau. Et une question qui est comment on va travailler finalement, comment on fait sur le travail dans cet espace d'invention nouveau autour du vivant et des façons de travailler le vivant qui sont celles-là. Est-ce qu'on va travailler comme avant? Est-ce que ça va être les mêmes métiers, les mêmes compétences? Ou est-ce que c'est porteur aussi de formes collectives, de façons de travailler ensemble qui vont être différentes, qui vont être nouvelles? Est-ce que les métiers eux-mêmes finalement ne sont pas amenés à changer, à évoluer, et à se reconformer, à se reconfigurer autour de cette nouvelle matière et des nouvelles façons de travailler cette matière-là? Donc là, du coup, c'est un exemple autour du design et de la biologie. On pourrait dire la matière des data, des données, on peut dire la matière des situations sociales, publiques, etc. Dans des choses qu'on a fait aussi avec le CEA, la matière tout ce qui est les nanomatériaux. Mais en tout cas, pour nous, il y a cette chose-là aujourd'hui. On est dans un moment où les façons d'inventer les choses sont en train de se transformer. Et en fait, à travers cet exemple-là, ce qui est en jeu, c'est véritablement ça, c'est les formes collectives finalement de l'innovation et de l'invention. Et derrière aussi, vraisemblablement, des façons des évolutions possibles des différents métiers. Donc, je vous remercie à nouveau parce qu'effectivement, vous avez réussi à tenir cette démarche-là dans ce projet-là. Merci à toi, Gilliane, d'avoir accompagné ça. Voilà. Bon, je m'arrête, je vous laisse là. Merci beaucoup, Olivier. Du coup, là, j'invite les membres de l'équipe iGEM à venir un peu devant l'écran, puis vous allez pouvoir échanger un petit peu avec eux. J'invite Licia aussi, si elle est dans le coin. Ouais. Qui va modérer l'échange avec le public. On va essayer de passer les micros, de voir un peu comment les choses vont. Il est allumé là? C'est bon là? Ouais. Bon, donc voilà, si vous voulez poser des questions déjà, on va commencer à voir si le public va réagir à tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant et puis on va voir comment rebondir. Pas de questions? Oh, tu vois, je ne vais rien modérer. Hein. Il y a une question quand même. Bonjour. Je voulais poser une question aux élèves scientifiques. Je voulais savoir, vous, comment vous avez vu la collaboration avec des élèves de design? Et est-ce que j'arrive à me mettre un peu à la place d'un élève de design qui se travaillerait avec des élèves scientifiques, mais j'aimerais bien avoir un retour dans le sens inverse. En fait, je pense que la première difficulté, déjà, c'était de se comprendre. On est chacun arrivé avec nos préjugés sur les autres formations, par exemple. Et donc, la première étape, c'était ça, parce que nous, quand on dit design, on ne pense pas forcément au même design que les designers. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'ils ont été d'une aide extraordinaire tout au long du projet. Parce que d'une part, ils apportent un regard extérieur, en fait, sur la biologie. Et des fois, ils posent des questions qui, pour nous semblent toutes naïves, mais qui, en fait, nous font penser à d'autres choses. Et relèvent des problèmes qu'on n'avait pas forcément vus. Mais comme eux, ils ont un regard extérieur, ils le voient de suite. Et ensuite, comme vous avez pu le voir, c'est eux qui ont conçu les objets. Et en fait, on a vraiment travaillé en collaboration. C'est-à-dire qu'on avait un cahier des charges, on avait des choses à respecter. Et les designers ont fait en sorte de satisfaire toutes les demandes qu'avait notre projet. Donc c'était vraiment une collaboration, un échange permanent en fait. Et je pense que autant pour les designers que pour les scientifiques, on a tous appris de cette expérience, justement dans le partage des connaissances. C'était vraiment sur cet aspect-là que c'était très intéressant d'avoir une équipe avec plusieurs horizons. On se rend compte que quand on allie les forces de tout le monde, en fait, c'est beaucoup plus puissant que si ça avait été simplement une équipe de designers ou simplement une équipe de scientifiques. D'autres questions?
Moi, j'aurais une question, en fait. C'est pas, comment vous envisagez la suite du projet maintenant? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez une aventure autre qui va commencer bientôt? Est-ce que vous avez des partenaires qui sont autour et qui pourraient être intéressés à un développement? Alors oui, on ne va pas s'arrêter là. Bien sûr, on va continuer le projet avec les disponibilités de chacun. Et en ce moment, on est en relation avec le réseau de l'Institut Pasteur, puisque l'Institut Pasteur, ce n'est pas seulement l'Institut Pasteur de Paris, c'est aussi 32 instituts répartis sur les 5 continents. Et donc, on est en train de monter des partenariats pour déployer les pièges dans ces différents réseaux, pour tester l'efficacité de nos pièges et la détection des moustiques infectés. Et on va continuer donc le projet. On a des réunions pour voir là-dessus. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose d'autre. Juste en fait, maintenant on va essayer de passer à la phase d'industrialisation du projet. C'est-à-dire que là on a juste des maquettes en impression 3D et on va voir justement comment on va vraiment pouvoir produire les objets, essayer d'affiner un peu les scénarios, mais ça va se faire là maintenant en fait. Du coup, ça continue. Alors du coup, dans votre presse, c'est trop bien, tout marche d'un coup. Enfin, quand vous nous présentez, tout marche d'un coup. Est-ce que je voulais savoir quel problème, peut-être scientifique, je sais pas quoi, vous avez rencontré? Ok. Au niveau bio, on a eu un problème embêtant. C'était un des plus embêtants. En fait, si vous vous rappelez, notre protéine, elle contient le domaine CBPA, qui est le domaine de fixation à la cellulose. Et en fait, au tout début, pendant 2-3 semaines, on n'arrivait pas à produire notre protéine. Et on se posait des questions, est-ce que finalement on arrive à induire l'expression de notre protéine? Est-ce que c'est la bonne séquence ADN qui code pour ceci, tout ça? Et on s'est rendu compte finalement que la colonne, qui permet la purification de la protéine, elle était faite en cellulose. Du coup, notre protéine restait fixée à la cellulose. Quand on essayait de la décrocher, elle ne se décrochait pas vu qu'elle était affine pour la cellulose. Donc on a essayé de changer de colonne et on a vu que les colonnes sur le marché, les autres colonnes efficaces sur le marché étaient des colonnes de silice, sauf que notre protéine est capable de fixer la silice. Donc on a réfléchi à d'autres alternatives et finalement on a trouvé d'autres colonnes en plastique. Et donc là je parle de la colonne, mais on a eu d'autres problèmes, notamment au niveau des filtres, puisqu'il fallait aussi filtrer nos solutions de protéines avant de les passer dans la colonne, qui elle aussi était faite en cellulose. Donc notre protéine restait sur le filtre quand on essayait de la purifier. Donc c'est un des problèmes qu'on a eu et qu'on a quand même réussi à résoudre. Puis pour la partie patch aussi, bien sûr, on a eu pas mal de problèmes. Voilà. Au début, on était parti, donc on voulait utiliser une poudre de cellulose comme nous on a utilisé. Donc on a essayé de la dissoudre dans des solvants, ça marchait jamais, ou alors ça faisait une bouillie infâme qu'on pouvait pas du tout mettre en forme et pas du tout sécher. Et bon, c'était la galère. Et bon, au fur et à mesure, on a trouvé cette idée de compression et donc là, ça a marché. Mais après, il y a eu des problèmes de température à certaines températures. Au début, on pensait le faire à chaud, donc, mais il y avait des problèmes de liquide en fait sortait du moule et bon, c'était infernal. Donc on a pris finalement la solution la plus simple, c'est-à-dire juste de compresser la cellulose à sec. Et ça a plutôt marché, mais voilà, après il faut optimiser tout ça parce que les patchs ils sont encore assez friables et du coup ils sont pas très faciles à manipuler. Donc sur la présentation c'est beau, tout marche très bien, mais après il y a encore pas mal de boulot à faire. Après, c'est aussi le principe de la recherche, c'est de tenter des choses, de voir que ça ne marche pas et d'essayer de modifier ce qu'on a mis en place pour que ça marche. Et ça n'a vraiment pas été évident d'un seul coup. Sinon, en juillet, on avait terminé, on pouvait présenter le projet à Boston. Bon, ça n'a pas du tout été le cas. On a toujours été en train d'essayer d'améliorer, de trouver des nouvelles solutions. Parce qu'à chaque fois qu'on résolvait un problème, il y en avait un autre qui apparaissait. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est vraiment les étapes de la recherche. Et je pense que ça doit être un peu pareil en design. Ça ne marche pas forcément du premier coup. Le premier objet que vous concevez, quoi. Mais c'est assez étonnant de voir comment justement ce que vous êtes en train de dire ressemble à ce que nos élèves designers font ici à l'école. Expérimentation, recherche, pousser plus loin et puis des choses qui ne fonctionnent pas et puis on rebondit. Donc c'est un petit peu la même démarche. J'avais une question moi à poser en fait à Olivier Hirt parce que je voudrais savoir les domaines de design et biologie. Donc c'est un domaine maintenant qui commence à prendre forme avec eux tous, mais est-ce qu'il va s'élargir ou pas?
À l'ENSI, tu veux dire, ou en dehors de l'ENSI? À l'ENSI, à l'ENSI, oui, c'est un peu ce que j'essayais de dire. Je ne me réembarque pas dans un machin, mais c'est vrai qu'un des modèles de l'ENSI, quand elle a été créée, c'était le Bauhaus. Et en fait, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent se penser un peu de la même façon que le moment de la révolution industrielle et de l'apparition. Donc, effectivement, si on dit le vivant, il y a des choses, des matières nouvelles qui apparaissent, qui font, et donc autour de design et biologie, il y a un espace que je pense effectivement on va continuer à travailler, essayer de développer pour voir qu'est-ce que ça veut dire finalement que le design dans ce champ-là, et toutes les questions qu'on a vues un peu, c'est-à-dire comment est-ce que les designers travaillent avec les autres métiers, les autres compétences, les autres acteurs dans ce champ-là, comment est-ce qu'on arrive à penser ces formes de coopération, en voyant toutes les questions qui ont été posées là, et puis avec quels outils, quelle langue, c'est des questions dont on commence à parler avec Iliane, et puis qui sont aussi, pour le coup, des questions de recherche pour le design, c'est-à-dire que les compétences, les langages, les outils du designer quand il travaille sur ce type d'objet-là ne sont pas forcément les mêmes que celles du designer quand il faisait des fers à repasser pour Keller dans les années 60 ou 80. Donc voilà, il y a tout un espace là qui est effectivement... encore une fois, je pense que c'est les façons d'inventer les choses qui sont en train de se transformer, et donc pour nous, cet espace-là, il fait partie de ce mouvement-là, et on a à le travailler. Ouais. Oui, justement, moi j'ai une petite question aussi pour vous. Du coup, vous avez plein de compétences différentes les unes des autres. Vous avez travaillé entre l'Institut Pasteur, l'ENSI ou des labos de l'ESPCI ou autres. Et du coup, quel serait pour vous le lieu idéal pour travailler ce genre de projet? Si vous aviez demain accès à, non pas un studio de design, non pas un laboratoire, le lieu idéal pour travailler ensemble, quel lieu serait-il? C'est une colle? Non, c'est un lieu en fait où chacun puisse amener ses outils, aussi bien les biologistes que les designers, que les personnes en droit. Donc c'est une espèce de gros espace de coworking qui contiendrait des paillasses, des machines, aussi bien donc des presses, tout ce dont les physiciens ont besoin, mais aussi des outils de prototypage rapide pour les designers, des livres pour les personnes en droit. Mais je pense que c'est important que les personnes soient tout le temps ensemble en fait pour travailler, parce que on l'a bien vu en fait, quand on était chacun dans nos écoles, ou dans nos lieux de travail respectifs, on n'avançait pas. Et dès qu'on s'est retrouvés pendant l'été tous à Pasteur, là ça avançait beaucoup plus vite en fait, et on a commencé à se comprendre et à travailler ensemble. Donc, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. C'était la réponse. Je pense aussi que le fait d'avoir un lieu commun qui est organisé pour le travail en groupe, ça a été un truc super important aussi. Parce qu'au début, on avait une salle qui était très scolaire, entre guillemets, et c'était difficile pour la communication. Et le fait à un moment d'avoir eu une salle mieux organisée pour pouvoir mieux travailler ensemble, ça a été vraiment une sorte de déclencheur pour mieux discuter, mieux apprendre aussi les uns des autres et faire avancer le projet, surtout dans la phase d'idéation où on ne savait pas encore trop vers quoi on allait. Voilà. Bonjour. Vous avez dit que le projet a duré 9 mois. C'est-à-dire que j'imagine que la phase biologique et physique est arrivée avant la phase design et peut-être aussi au niveau du droit. Mais comment ça s'est organisé en fait? C'est-à-dire au niveau de la phase scientifique, vous avez directement commencé à travailler en collaboration avec les designers, ou comment ça s'est passé? Comment sont passées les étapes en fait, du projet? En fait, déjà, la première étape, c'était la phase d'idéation. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a dit qu'il faut travailler avec la biologie de synthèse pour répondre à un problème. Donc déjà, nous, on a appris ce que c'était que la biologie de synthèse. Et ensuite, en fait, on a eu des sessions de brainstorming où, justement, le gros point clé, c'était de comprendre quelles étaient les compétences des autres pour ensuite identifier une problématique à laquelle on pourrait répondre en permettant à chacun d'avoir quelque chose à apporter, en fait. Donc, en fait, dès le début, cette collaboration, elle a eu lieu. Et je pense que pendant toute la partie biologie aussi, ça a continué, parce que quand on mettait au point le système d'immunodétection, il fallait que... On a dit, ça prendra la forme de patch de cellulose.
Donc après, on a proposé différentes tailles, tout ça, pour ensuite pouvoir nous dessiner nos objets. Donc en fait, pendant qu'ils mettaient au point la partie biologique, nous, ça nous permettait d'avancer, en fait, de définir plus clairement notre cahier des charges, de répondre à des questions qu'on se posait, et du coup de pouvoir créer nos objets. Donc en fait, c'est vraiment tout le long qu'il y a eu cette collaboration-là, en fait. Je sais pas si ça... Je pense qu'en fait, ça aurait pas marché si on avait fait d'abord la partie scientifique et ensuite le design. C'était vraiment, dès le départ, on a travaillé tous ensemble et même la définition, en fait, de à quoi devait répondre notre projet, on l'a fait ensemble, justement, comme disait Xavier, en fonction des compétences qu'on était capable d'apporter pour mener ce projet à bien. Puis je pense qu'aussi, il y a eu toute la mise en place des scénarios, des différents paramètres de comment on allait utiliser notre projet. Donc ça se faisait en même temps, parce que par exemple, un des points clés, c'était surtout que les personnes qui manipulent ne soient pas en contact avec les liquides infectés. Donc les designers réfléchissaient aussi à ça. Ils réfléchissaient à comment on pouvait distribuer nos kits, quel allait être le scénario d'application, qui allait être concerné par ce kit et comment ça allait être utilisé. Mais c'était vraiment un travail en parallèle. C'est pour ça que ça a beaucoup avancé quand on était tous ensemble à Pasteur et qu'on pouvait échanger directement sans qu'il y ait de délai en fait. Juste une petite précision. Souvent, on demande aux designers de venir découvrir une application pour une technologie qui a été conçue par les scientifiques en amont. Et le rôle du designer est plutôt aval. Et sauf que là, clairement, c'est eux tous ensemble qui ont construit la technologie qui permet en fait de répondre à la problématique qu'ils ont ensemble identifiée. Et donc finalement, c'est vraiment un travail qui s'est fait en parallèle, des fois de manière croisée, des fois de manière complètement parallèle. Ils avançaient chacun de leur côté. Mais du coup, le design n'est pas intervenu en aval, il était en amont au même titre que des questions qui se posaient en droit, qu'en physique, chimie, en bio, etc. Donc on a vraiment une approche un peu nouvelle et qui justement permet de générer des réponses comme ça, des problématiques en finalement très très peu de temps et de façon très efficace. Moi, j'avais une autre question. Alors peut-être ça a peut-être déjà été dit en fait en introduction, mais j'aimerais bien comprendre la manière dont vous êtes rentré personnellement dans ce projet. Est-ce que il y a eu un appel, vous avez répondu, on vous a proposé ça chacun de votre côté dans votre école, ou comment ça s'est passé en fait? En gros, pour les étudiants de l'ENSI, c'est Deschmuck Gopal qui est venu nous présenter ce qu'était le projet iGEM. Et ensuite, comme c'était la première fois que c'était organisé, il y a Guyliane qui a contacté, plusieurs élèves ont été contactés. On a eu des réunions où on nous expliquait ce que c'était, on nous a demandé si ça nous intéressait. Et je crois que ça a été un peu pareil pour toutes les autres écoles en fait. On est venu présenter le projet dans nos écoles et ensuite on a dit oui, on veut faire ça. Stop. Moi, je voulais juste rebondir sur la question précédente. Est-ce que c'est facile de travailler en grand groupe, dans un grand nombre? Et comment est-ce que vous êtes organisé? J'imagine on imagine bien que sur des très grands groupes, il y a un certain type d'organisation possible qui doit être mise en place. Non, oui, c'est pas facile, mais c'était surtout au début en fait, pour la phase d'idéation. Au début où on voulait établir notre sujet, les premières idées du projet. Mais en fait, on s'est répartis en 3 petits groupes qui chacun développait une idée. Et ensuite, petit à petit, on a voté pour l'idée principale. Et puis, de toute façon, après, on bossait quand même pas mal. Non, mais oui, vas-y. Donc, comme disait Xavier, au début, on avait 3 idées projets. On a fait des votes pour décider le projet final. Et ensuite, on a tous réfléchi ensemble à comment on allait mettre notre projet en œuvre, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue design. Finalement, après, au moment des manips, on a séparé les groupes, où il y avait un groupe scientifique qui bossait en labo, un groupe design qui bossait sur comment mettre le projet en œuvre, un groupe loi aussi, juriste, pour la propriété intellectuelle. Et toutes les semaines, on faisait des réunions aussi pour savoir quels étaient les avancements de chaque groupe et comment améliorer, en fonction de nos résultats, l'avancée du projet pour finalement faire un produit final qui est multidisciplinaire avec un design, science, tout quoi. Et
Et il y avait aussi une grosse, on n'en a pas trop parlé, mais il y avait une grosse partie recherche de financement aussi, parce que pour aller à Boston, il fallait de l'argent. Pour faire les maquettes, il fallait de l'argent. Pour le labo, il fallait de l'argent. Et donc ça, c'est une compétence qu'on n'avait pas spécialement tous au début, mais qu'on a tous à notre niveau participé. Ceux qui avaient plus d'affinité avec cette question-là se sont pas mal investis là-dedans. Et là, pour le coup, c'était vraiment quelque chose où tout le monde pouvait participer. Et ouais, voilà, c'est vrai que la collaboration, c'est pas toujours facile, mais je pense qu'on s'en est plutôt bien sortis. Et au final, on est tous amis. Et puis aussi, en fait, dans un projet comme ça, il y a tellement de choses à faire. Enfin, il y a aussi site internet où il y en a qui ont passé des heures à coder, à apprendre à coder parce qu'ils ne savaient pas coder. Donc en fait, même si on a un énorme groupe, on ne travaille pas tous ensemble sur les mêmes choses. Donc forcément, il y a du travail pour tout le monde, quoi, même si on n'est pas tous ensemble tout le temps. Juste, ça va être la dernière question, et après on vous invitera en fait à passer au buffet pour continuer les échanges justement avec eux. Ça marche ? Je voulais demander, c'était combien de temps Je voulais demander à quel point vous étiez impliqué dans le projet. Est-ce que vous travailliez à plein temps là-dessus ou vous faisiez quand même d'autres choses en même temps ? En tant que, les 3 designers, en tout cas, on était à plein temps dessus. Alors après, on a suivi un studio expérimental en même temps, mais c'était pas prévu. Et c'est à base de, j'arrête sur 3 mois. Enfin, c'est vraiment un investissement très conséquent, quoi. Je sais pas si. Déjà, je pense que tous les scientifiques, on a passé tout notre été au laboratoire. Donc déjà, juste pendant l'été, c'était assez important. À la rentrée, c'est devenu encore plus important quand on a tous repris nos cours. Parce qu'alors là, c'était des bonnes journées. Mais après, c'est un projet qui nous tenait tous à cœur. Et quand on s'est investi, on ne peut pas s'investir à moitié. Du coup, on s'est investi. Mais c'est vrai que ça prenait pas mal de temps. Et les designers, quand vous avez fait les prototypes, vous y avez passé beaucoup de temps aussi. C'est beaucoup d'heures de travail en fait. Mais après, quand on voit le résultat et quand on voit les prix qu'on a obtenus à Boston, c'était pas des heures de travail pour rien. Et c'était un projet qui méritait d'être amené jusque là, je pense. Oui, alors moi, si je peux vous donner un conseil, ce serait d'essayer de s'intéresser aussi aux autres disciplines, c'est-à-dire pas rester dans le design. Ça peut être aussi hyper intéressant d'aller dans les labos pour voir comment est-ce que les scientifiques y travaillent, mais aussi s'intéresser au site internet, parce qu'il y a un site internet à coder. Arrêtez. Et bon, vraiment, pour l'avoir fait, je pense que ce serait... c'est important que tout le monde s'y mette, que chacun travaille un petit peu sur chaque aspect du site, parce qu'il faut apprendre à coder en CSS, en HTML, en JavaScript. Il faut être capable de coder. C'est impossible de faire un copier-coller d'un WordPress sur la plateforme iGEM. Donc voilà, donc, il faut bosser. Donc dès le départ. Donc, voilà. On a compris, elle a été traumatisée. Voilà. Donc voilà, encore un grand bravo, je vous invite à aller passer au buffet. Et un grand merci aussi. Un grand merci aussi à Marc, qui a géré justement toute la retransmission vidéo, l'enregistrement, etc. Je ne sais pas s'il est encore là, il court. Voilà. Tu loupes ta dédicace, alors c'est pas sympa ça. On te disait un grand merci, Marc, et pour ce travail-là, merci à la com, à la recherche et à tous ceux qui ont soutenu ce projet, bien évidemment à Pasteur. Hein. Donc voilà, et puis on vous invite à continuer les échanges autour d'un verre et de quelques tucs. Voilà.